Bonjour à tout le monde. Donc, pour ce soir, on part sur un webinaire qui va nous parler un petit peu d'optimiser la performance, accélérer le retour à la compétition et surtout comment on peut l'appliquer avec les neurosciences et notamment avec la méthode de reprogrammation neuromotrice. On peut slider. Donc, on a découpé ce webinaire en deux parties. On va avoir une première partie où du coup, c'est un petit peu plus moi qui vais intervenir, où je vais vous expliquer l'utilisation d'un outil qui peut nous aider au retour à la compétition grâce aux neurosciences, qui s'appelle la reprogrammation neuromotrice. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que cette reprogrammation neuromotrice, comment ça marche, et l'utilisation dans la réathlétisation et comment accélérer le return to play. Dans une deuxième partie, donc je vais laisser la parole à Stéphane et Thierry pour pouvoir travailler, nous montrer l'utilisation de la reprogrammation neuromotrice dans l'optimisation d'un geste technique et notamment, on va illustrer avec le golf qui est leur sport au quotidien et ils nous parleront de méthodes de relaxation, de la visualisation et du travail du geste technique en lui-même, comment l'optimiser, le rendre encore plus performant. Bonsoir à tous, donc Stéphane Grenier, je suis prof de golf à Moliette dans le sud-ouest. Et donc, comme vous l'a dit Charlotte, on va avec Thierry, avec qui nous travaillons, vous présenter dans la deuxième partie donc comment on utilise la machine AlphaBox, enfin, le procédé Alian, donc pour soit de la relaxation, soit pour un travail de relâchement et de concentration, et puis pour un travail de changement moteur, pour travailler sur le geste et l'intégration d'un geste plus rapide que sans la machine, voilà, ou sans le procédé. Thierry, tu peux te présenter? Oui, bonsoir à tous. Donc Thierry Anger, je suis entraîneur de golf. J'entraîne l'équipe de France militaire de golf. J'entraîne également des joueurs et joueuses professionnelles. Et comme Stéphane, j'utilise quasiment au quotidien le procédé Alian dans l'amélioration du geste de golf, qui est un geste qui est classé dans les plus techniques du sport. Voilà. Et donc, moi, je me présente aussi. Je m'appelle Charlotte Rieux. Je suis ostéopathe depuis 2016 et je suis aussi praticienne certifiée Alian Santé et Sport. Donc ça, depuis 2017. En termes de sport, moi, je vais plutôt travailler, donc là, récemment, notamment sur des joueurs de tennis. Et sinon, je pratique plutôt l'haltérophilie et le crossfit et de la course à pied. Donc, du coup, c'est plutôt sur ces sports-là que je peux utiliser le procédé Alian Sport. Parfait. Donc, pour vous présenter un petit peu dans cette première partie, qu'est-ce que la reprogrammation neuromotrice? C'est un procédé qui va nous permettre la modification, la correction ou l'acquisition d'un nouvel automatisme moteur. C'est quelque chose d'assez rapide. Et l'objectif de départ, c'est de désamorcer un geste qui est non fonctionnel et de le reprogrammer, de le retravailler avec une fonction motrice qui va être adaptée aux besoins du patient ou du sportif. Pour cela, on va utiliser un trépied. Ce trépied, il va être composé dans un premier temps, on va le revoir après plus en détail, mais donc on aura l'acquisition des sensations proprioceptives. Dans un second temps, on aura une intégration de ces informations proprioceptives au niveau cortical par l'intermédiaire de l'imagerie mentale et plus précisément de l'imagerie motrice. Et enfin, on aura un ancrage qui sera en sous-cortical par des sons de basse fréquence qui sont avec des fréquences qui sont spécifiques et qui sont propres justement à l'AlphaBox et au procédé Alian. L'objectif global de cette méthode, c'est d'intervenir sur la genèse du mouvement, sur la commande motrice à son origine et non sur la conséquence du geste, c'est-à-dire ce qu'on voit au quotidien. On peut changer. Super. Donc, comme je vous le disais, on fonctionne sur un trépied. Donc, la première partie de ce trépied, c'est la recherche des sensations proprioceptives. Ces sensations proprioceptives, dans un premier temps, que ce soit en réathlétisation ou dans le sport, on va les utiliser. Le but du jeu, ça va être de comprendre le ressenti du patient par rapport à ce qui a été altéré. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais prendre l'exemple d'un sportif,
Si je prends l'exemple du sportif, par exemple, avec lequel j'ai travaillé tout à l'heure, son problème de geste technique, c'était d'avoir une flexion de coude qui était trop importante sur son service. C'est un tennisman, un jeune tennisman. Et donc, le coach voulait modifier ce geste-là pour qu'il soit plus efficient, plus performant derrière dans la durée. Ce qu'on a donc fait dans un premier temps, c'est utiliser cette première partie du trépied en venant lui faire ressentir ses sensations proprioceptives. Je lui ai fait effectuer son geste plusieurs fois afin qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ressent au niveau de ce geste. Donc, comprendre la contraction musculaire qui peut se passer, la qualité de ce geste, tout ce qui se met en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un point clé qui va accompagner cette prise en charge de sensations, ce ressenti de sensations proprioceptives. Ça va être une prise de vidéo et de photos. C'est-à-dire qu'à toutes nos séances, on va filmer le patient ou le sportif, que ce soit avant ou après la séance. Tout simplement, avant notamment, ça va nous servir à quoi? À faire prendre conscience aux sportifs ou aux patients du mouvement réellement réalisé, c'est-à-dire pas seulement l'image qu'il s'en fait. Parce qu'on peut avoir tendance à s'imaginer en train de faire quelque chose, on a l'impression de faire quelque chose, sauf qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce mouvement-là qu'on est en train de faire. Donc, ça nous permet de se mettre face à la réalité en image, et donc on est sur du réel. On peut passer la slide. Pour comprendre pourquoi on sert des sensations proprioceptives, je vous ai mis ce petit schéma de la commande motrice. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent déjà, donc je vais juste la reprendre avec mes mots à moi et ma façon de la présenter. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, on en reparlera avec plaisir, mais on va faire ça plutôt global. L'idée, c'est de se dire qu'on va partir des afférences extéroceptives et des afférences proprioceptives, d'où l'importance de les récolter. Ces afférences-là, pour moi, elles vont ensuite donc aller soit au niveau du thalamus, soit au niveau du pariétal. Dans tous les cas, elles vont se rejoindre au niveau de notre cortex pariétal qui va gérer tout ce qui est le cortex sensitif. Et ça va créer comme un brouillon du mouvement, comme si on écrivait au crayon à papier notre geste, ce vers quoi on veut aller. Une fois qu'on a créé notre brouillon du mouvement, on va l'amener vers finalement une mise au propre. C'est-à-dire, je le présente au cortex préfrontal et au cortex frontal qui, eux, vont mettre à cette composante sensitive une composante motrice. Une fois que j'ai mon plan qui est bien établi, qui est écrit au propre, tout ça, ça va être présenté au niveau des ganglions de la base, du thalamus, et on pourrait également rajouter la substance réticulée à cet endroit-là. Et ici, on va avoir finalement un système de filtration du mouvement. T'entends Thierry ou... Pardon. C'est tout bon? Tout le monde m'entend bien? Oui, oui, on t'entend. Pardon. Donc, du coup, un système de filtration du mouvement, donc au niveau de mes ganglions de la base, du thalamus et de cette substance réticulée qu'on pourrait rajouter, qui vont nous permettre derrière, si le mouvement est OK et validé, de pouvoir continuer vers mes aires motrices, mes aires prémotrices, le cervelet. Et tout ça, ça va nous donner la coordination, l'équilibre, comment effectuer mon geste. Puis, on va y intégrer une notion de force jusqu'à arriver aux motoneurones musculaires qui vont finalement transmettre toute la commande motrice vers le mouvement. Ça sera intéressant de penser à cette partie-là, ganglion de la base, thalamus. On y reviendra un petit peu plus loin parce que rappelez-vous, je vous dis que c'est un système de filtration et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir se retrouver plus tard face à des inhibitions motrices. On peut changer la petite slide. Super. La deuxième partie importante de ce trépied, ça va correspondre à la création d'une image mentale. On peut changer. Parfait. Cette image mentale, donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'une image mentale, c'est simplement une représentation à la base qui est d'une chose, d'un acte ou de quelque chose globalement dans l'esprit d'un individu. Avec la reprogrammation neuromotrice, on va travailler sur de l'imagerie motrice. Donc l'imagerie motrice, c'est juste un cas particulier de notre image mentale et elle va consister tout simplement à imaginer un geste, à imaginer une action sans l'exécuter physiquement. Cette image motrice, comment on va pouvoir la construire? On va pouvoir la construire, c'est ce que vous pouvez voir sur cette slide-là, avec différentes parties. On a notre définition même, c'est-à-dire j'ai la représentation mentale d'une action. Et on va rendre cette représentation mentale encore plus précise. Pour cela, on va utiliser notamment les modalités sensorielles, comme
le VACOG. Donc le VACOG, c'est toutes les informations visuelles. On peut récupérer les informations visuelles qui se passent auprès de l'action pour les rentrer dans notre image mentale. Et surtout, les sensations qui vont nous intéresser, c'est les sensations kinesthésiques, parce que justement, elles sont reliées à notre proprioception. C'est pour ça qu'on récupère ces sensations-là au départ de la séance et sur la partie négative et sur la partie positive pour ensuite pouvoir les intégrer dans notre image mentale. Donc notre image motrice, elle va être à la fois visuelle mais aussi kinesthésique. Et ça, c'est vraiment important et c'est ce qui fait une particularité de la méthode. On va pouvoir avoir aussi une expérience introspective, c'est-à-dire se mettre à la place, donc c'est le sportif qui va rentrer dans sa bulle et se dire qu'est-ce que je ressens quand j'effectue ce geste. Et il va nous retranscrire tout ça et ça va rendre encore l'image motrice encore plus précise et efficace. On peut changer. Ici, c'est une petite présentation pour vous rappeler comment l'imagerie mentale, ça fonctionne, parce que c'est assez important de se faire un petit rappel dessus. On peut voir au niveau des cerveaux qui sont en jaune, là, la première ligne, c'est juste l'instruction d'un stimulus et l'effet que ça produit au niveau du cortex cérébral. On va ensuite voir en turquoise une imagerie motrice, donc finalement l'imagerie mentale, les zones qu'elle va susciter, qu'elle va venir activer au niveau du cerveau. Et ce qu'on a d'intéressant, c'est ce qu'on voit aussi en violet en dessous, c'est les aires qui sont activées lors d'un mouvement, la réalisation même d'un mouvement. La dernière ligne, c'est celle qu'il faut même retenir, c'est la superposition, ce que vous voyez en bleu foncé, c'est là ou violet, c'est la superposition entre l'imagerie mentale, les activations des aires produites par l'imagerie mentale et par le mouvement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une grande similitude entre ces aires activées lors de l'imagerie mentale et les aires activées lors de la réalisation même du mouvement. On va parler d'équivalence neurofonctionnelle à ce niveau-là. Donc on comprend du coup avec ce schéma-là que finalement quand je suis en train d'imaginer quelque chose de façon à la fois du coup visuelle et kinesthésique pour rentrer dans mon imagerie motrice, finalement mon cerveau il va envoyer au niveau de mon corps les mêmes informations, il va activer les mêmes aires motrices que s'il était en train de réaliser ce geste, en tout cas en grande partie. On peut changer la slide. Merci. Et tout ça, c'est possible comment? Parce qu'on a deux types de neuroplasticité au niveau du cerveau. On va avoir une plasticité qui est activité dépendante. Elle est intéressante parce que lors du geste technique, notamment, ce qu'on va faire, c'est faire répéter le mouvement plusieurs fois pour créer notre imagerie mentale positive. On va venir chercher le maximum d'informations proprioceptives, on va venir répéter ça. Et en fait, cette plasticité activité dépendante, elle résulte justement de l'activité de l'individu. Donc, c'est la plasticité cérébrale qui est liée à l'apprentissage du geste. Et ensuite, on a une plasticité de compensation spontanée. Celle-ci, elle est intéressante également plutôt dans le cadre de la réathlétisation au niveau du sport ou même de la santé en général. C'est-à-dire que suite à un traumatisme ou à une chirurgie, le cerveau, il va réorganiser le système moteur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un nouveau mouvement. Et ce nouveau mouvement, il sera adaptatif à la situation. Pour corriger un mouvement, il faut le désapprendre pour pouvoir le réapprendre. C'est très compliqué à faire finalement en pratique. Par contre, au niveau mental, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et c'est ce qu'on fait avec la reprogrammation neuromotrice. On peut changer. Donc là, c'est une petite slide pour vous récapituler les champs d'action qu'on a dans l'imagerie mentale. Donc, on va avoir l'activation musculaire, tout ce qui est le recrutement musculaire. On va avoir aussi, dans un deuxième temps, tout ce qui est la limitation de la perte de force. On va pouvoir travailler en imagerie mentale, en imagerie motrice également sur les amyotrophies et sur l'amplitude articulaire. Donc ça, c'est vraiment les champs d'application qui sont possibles. Et on a notamment, par exemple, Emery Guillot qui a fait beaucoup d'études sur l'imagerie mentale et qui sont vraiment toutes plus intéressantes les unes que les autres. Si l'imagerie mentale vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ces travaux. On peut changer la slide. Merci. Et donc, la dernière partie de notre trépied, on a vu qu'on avait nos sensations proprioceptives, on a l'imagerie motrice,
Et enfin, on a les sons de basse fréquence. Ces sons de basse fréquence, ils sont générés par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'alpha box. On peut changer la slide, il y a une petite photo de l'alpha box. Ouais, parfait. Donc là, on a une petite photo de l'alpha box, justement. C'est un générateur de sons de basse fréquence et ces sons de basse fréquence, ils vont avoir une action particulière, c'est-à-dire qu'ils vont faciliter et optimiser le passage dans un mode dit alpha. Ce mode alpha, ce qu'il faut noter, c'est qu'il va permettre une hyperactivation des aires motrices. Donc du coup, ça va nous permettre d'être encore plus efficace sur le travail de notre imagerie mentale, puisqu'on travaille en imagerie motrice, donc on veut recruter au maximum ces aires motrices. On peut changer. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va passer, maintenant qu'on a vu le trépied de la reprogrammation neuromotrice, c'est-à-dire de finalement comment elle fonctionne, la reprogrammation neuromotrice, je vous ai fait un petit parallèle sur la réathlétisation. C'est-à-dire, la réathlétisation, qu'est-ce qui se passe quand un athlète se blesse, quand un sportif se blesse? Il va se produire une cascade de réactions émotionnelles et de pensées. Ce processus de pensée sur le négatif, sur à la fois le passé et le futur, c'est le fait de se projeter, de se dire que on va avoir peut-être du mal à revenir, que ça va être compliqué, qu'il va falloir passer beaucoup d'étapes. Ça va correspondre à une imagerie mentale qui est spontanée, qui est créée par le sportif lui-même. Et lors d'une blessure, notamment avec une immobilisation, on aura le même système qui va se mettre en place avec des adaptations qui sont liées à tout ça. Et c'est de là, à partir de là, qu'on pourra parler d'inhibition motrice. Et donc finalement, le point de question, c'est un peu, est-ce que le désordre moteur n'est pas d'origine déficitaire, mais provient plutôt d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice? Et c'est ce qu'on pense avec la reprogrammation neuromotrice, c'est-à-dire que le souci ne viendrait pas finalement du geste final, mais de comment on est arrivé à ce geste final par l'intermédiaire de la commande motrice. Merci. Donc ces inhibitions motrices, on va les retrouver sous deux formes. On va avoir une première forme qui correspond à un enchaînement qui est dysfonctionnel et un nouveau mouvement créé adaptatif. Si je prends l'exemple dans la réathlétisation, c'est le cas par exemple dans les ligamentoplasties, donc les croisés, où on va se retrouver avec souvent des flexomes qui vont se mettre en place avec un système de co-contraction. Donc là, entre les ischio-jambiers et le quadriceps. Ce qui se passe donc, c'est que j'ai un enchaînement dysfonctionnel, les ischio-jambiers qui ne devraient pas être recrutés dans l'extension, dans le mouvement d'extension, se retrouvent actifs et viennent gêner le recrutement du quadriceps. Je peux avoir une deuxième forme d'inhibition motrice qui va être la perturbation de la qualité de la contraction musculaire, c'est-à-dire cette fois que mon information, elle va passer jusqu'à mon muscle, il va être recruté, mais il ne sera pas recruté complètement. Il pourra être recruté, par exemple, à 30, 40, 50, 60% de sa capacité, ce qui va faire que je vais réaliser mon mouvement, mais pas forcément en entier, sans compensation forcément autour. Et de ces deux formes d'inhibition motrice va découler deux visions qui vont apparaître dans la slide juste d'après. Et ces deux visions, on va donc avoir une vision distale, c'est-à-dire que c'est une modification de la proprioception, de tout ce qui se passe autour de nous qui va modifier les informations captées, ou alors une vision proximale, c'est-à-dire que cette inhibition motrice, elle part directement du cortex moteur qui va modifier, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, là où ça va se jouer, c'est au niveau de nos ganglions de la base, du thalamus, de notre substance réticulée, qui finalement va modifier l'information du mouvement et va provoquer cette inhibition motrice. À ces inhibitions motrices, on va retrouver plusieurs choses. Ça va nous donner plusieurs conséquences qui vont être plus ou moins importantes. On va avoir, par exemple, des freins à la rééducation qui peuvent aboutir à des schémas compensatoires. Je vous montrerai cet exemple-là, notamment avec des sportifs dans les slides qui viennent après, qui vont être plus ou moins impactants et plus ou moins handicapants derrière pour la motricité et des patients et des sportifs. Dans ces conséquences, on va pouvoir retrouver, par exemple, des atrophies musculaires, une baisse de la CMV. La CMV, c'est la commande volontaire spontanée, une gêne dans la stabilité de l'articulation et dans sa fonction.
C'est par exemple ce qu'on peut retrouver au niveau du genou avec des valgus dynamiques ou on peut retrouver des instabilités de cheville. C'est assez fréquent quand on a des entorses à répétition de se retrouver avec une instabilité de cheville qui persiste et qui est chronique. Tout simplement parce que je peux avoir une désactivation de mes muscles fibulaires qui ne répondent plus à ma commande motrice et qui peuvent être compensés par la suite par des gastrocnémiens, un solaire qui va être sursollicité ou un tibial antérieur. Et ça peut derrière donner, par exemple, en conséquence, des périostites ou une tendinopathie d'Achille. C'est tout à fait possible. On va avoir également des perturbations du schéma moteur. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les ligaments en post-ligamentoplastie et les flessomes qui peuvent survenir, et des douleurs et des gènes. Donc là, c'est par exemple un premier cas clinique patient en réathlétisation. C'était suite à une rupture de ligaments croisés antérieurs. Donc, il y avait eu deux ruptures à droite et une à gauche. On était à 5 mois et demi en post-ligamentoplastie. Et donc, du coup, il y avait une séance de RNM de reprogrammation neuromotrice qui a été effectuée. Et notamment, on se dit, on va forcément travailler le quadriceps. Et finalement, ici, ce n'est pas ce qui avait été fait, puisqu'on avait travaillé sur le moyen fessier gauche et sur l'ischio-jambier gauche. Donc, c'est assez intéressant de se dire que finalement, je vais analyser grâce aux inhibitions motrices et aux ressentis du patient des muscles qui peuvent se mettre en compensation et surtout, du coup, arrêter de travailler correctement par rapport à une blessure. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, il y avait un testing intermédiaire qui avait été fait sur un saut bipodal, par exemple, où derrière, le patient expliquait qu'il n'avait plus les mêmes sensations et qu'il pouvait y aller sans appréhension. C'est important aussi de se dire que la reprogrammation neuromotrice, ça peut donner quelque chose d'important qui est un regain de confiance aussi dans le patient. Donc, ça peut lui permettre derrière de repasser des caps qu'il n'avait pas passés jusque-là. Le deuxième cas clinique qu'on peut voir, donc c'est celui aussi d'une autre skieuse avec une grosse chute en super G. Donc, il y a les examens complémentaires, ils n'avaient pas donné de lésion et on avait trouvé une douleur au niveau du compartiment externe. Donc, elle avait une douleur au niveau du compartiment externe. Elle a été infiltrée, il y a eu une arthroscopie qui avait été faite, des ancrages qui étaient levés. Et pour autant, elle persistait ces douleurs. Et tout simplement, ces douleurs, elles peuvent être liées à de la compensation. C'est ce qu'on trouve ici. Donc, dans un premier temps, on avait travaillé sur un relâchement général. Ensuite, il y avait un travail sur le moyen fessier, puisqu'on sait bien que le moyen fessier, ça donne la stabilité du bassin. Et forcément, si j'ai un manque de stabilité du bassin dû à un moyen fessier qui travaille moins bien, ou des grands fessiers, parce qu'il faut y penser aussi, on peut avoir derrière des compensations au niveau des genoux, des chevilles, etc. Ensuite, il y avait une reprogrammation de l'ischio-jambier qui avait été effectuée. Donc, c'est pour vous donner une idée. Une autre idée un petit peu plus qui est assez drôle, je la raconte souvent parce que c'est mon cas clinique à moi, où du coup, j'avais des douleurs au niveau du genou, pareil, sur un compartiment externe inexpliqué. Au niveau de tous mes examens complémentaires, tout était OK. C'était survenu à la suite de squats et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais ces douleurs-là. Et un jour, je me fais tester pour le testing des inhibitions motrices et en fait, on se rend compte que j'ai une inhibition motrice au niveau du moyen fessier droit et au niveau du vaste interne droit. Et en retravaillant le moyen fessier droit et le vaste interne droit, ce qui a été intéressant, c'est que derrière, j'ai fait un trajet en voiture assez long et en fait, j'ai eu des courbatures tout de suite en post-RNM, en post-reprogrammation sur mon vaste interne. Et après, j'ai travaillé mon moyen fessier et en une quinzaine de jours, j'ai plus de douleur au niveau du genou et je n'en ai plus jamais eu. Donc, on peut avoir des douleurs qui sont liées à un schéma de compensation qui peuvent être dues à des manques de recrutement moteur de muscles à distance. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager un petit peu ce soir pour cette première partie sur les inhibitions motrices et sur la réathlétisation et la RNM. La dernière slide que je vais vous parler, c'est juste les indications et les limites qui sont présentes pour pratiquer la reprogrammation neuromotrice. Dans les indications, on va avoir tout ce qui est les instabilités, les troubles de la motricité d'origine non mécanique, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur des lésions nerveuses, sur des fractures, évidemment, ou sur des arrachements ligamentaires, par exemple. On va vraiment travailler sur du trouble fonctionnel. On aura une perte d'amplitude. On peut travailler sur les problèmes posturaux également et l'accompagnement des pathologies neurologiques.
Et les limitations, c'est des capacités cognitives qui sont très dégradées, notamment des troubles de la compréhension avec le patient, des atteintes mécaniques et tout ce qui est patient hyperalgique, c'est juste dans le sens où si on ne peut pas toucher la personne, ça va être très compliqué de lui faire imaginer son corps sans douleur. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment de faire une séance de reprogrammation neuromotrice quand on a un patient qui est vraiment très algique. Voilà. Donc, je laisse la parole maintenant à Stéphane et Thierry qui vont pouvoir vous parler de tout ce domaine d'application de la reprogrammation dans le domaine directement du golf et du sport. Ah, on t'entend pas, Stéphane. Ou alors c'est moi qui n'entends pas. Là, vous m'entendez mieux ou pas? Oui, super. Bon, je te remercie juste de cette brillant exposé. Je n'ai pas tout compris, mais je pense que les gens qui sont kinés ont dû comprendre bien mieux que moi. Mais c'était assez clair et très bien. Nous, avec Thierry, dans le sport, on s'en sert forcément. Généralement, les gens ne sont pas malades, en tout cas pas au même niveau que toi. Et on s'en sert de trois façons. Dans un premier temps, on s'en sert, nous, avec Thierry, on s'en sert en faisant pour un relâchement général, ce qu'on peut appeler la relaxation, avant la compétition généralement. Mais on peut aussi s'en servir dans des phases, même s'il n'y a pas de compétition, de relaxation en général. C'est des séances qui ont un effet à peu près sur une quinzaine, entre 15 jours et 3 semaines. C'est assez simple d'utilisation et voilà, on est vraiment dans la relaxation, dans le relâchement. On s'en sert aussi dans la visualisation. Donc là, nous, dans le golf, avant une compétition, on leur demande de visualiser leur partie, comment ils se voient au départ du 1, etc. etc., etc. C'est tout un travail qui est plutôt mental, mais sous l'influence du son Alpha Box, voilà, il y a une meilleure imprégnation et il y a de meilleurs résultats. On s'en sert aussi pour le focus à l'entraînement. Voilà, sous l'emprise du son aussi, plus de concentration, une meilleure qualité de travail et donc un meilleur ressenti, un meilleur feedback. Et après, on s'en sert effectivement et la plus souvent pour ça sur une modification d'un geste ou sur la partie d'un geste. Mais il faut savoir que pour ça, nous l'utilisons, nous, avec Thierry, après avoir fait un bilan au niveau des préférences motrices déjà, en fait. C'est-à-dire qu'on a de bien meilleurs résultats après avoir fait les préférences motrices ou le bilan des préférences motrices de l'athlète ou du golfeur. Et ça nous permet de mieux cibler de faire meilleur bilan et de mieux cibler le travail à faire. Et après, avec l'utilisation du procédé Alian, on a des résultats qui sont quand même, pour nous, en tant que prof de golf, bien plus rapides et durables dans le temps, puisque les défauts ne reviennent pas. Ça paraît un peu magique comme ça, mais c'est vrai. Mais on verra sur les exemples que montrera Thierry tout à l'heure. Mais on a de meilleurs résultats, plus rapides et qui durent dans le temps, en fait. Voilà. Donc voilà notre champ d'application un petit peu. Donc le relâchement général, une espèce de visualisation, ça c'est plutôt avant compétition, travail mental, un focus à l'entraînement pour une meilleure qualité d'entraînement parce que l'athlète il est focus sur lui-même, il ressent mieux les choses, etc. Et puis la modification du geste ou une partie du geste après avoir fait bien entendu un bilan sur les préférences motrices de l'athlète qui est c'est pas obligatoire mais c'est fortement conseillé. Parce que si on travaille un geste, une erreur technique qui est due parce que la personne n'est pas dans ses préférences motrices, le cerveau avait fait cette compensation, le cerveau avait créé un défaut, et si on ne traite pas à la source les préférences motrices qui pourraient être la cause, le cerveau, tôt ou tard, malgré le fait qu'on ait travaillé le procédé Alian, recréera la même erreur et la même compensation. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'en sert pour la modification du geste ou d'une partie du geste. Et par contre, les deux couplets, préférence motrice et procédé Alian, c'est nous qui l'utilisons tous les jours, c'est top. Quoi. Voilà. Thierry, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, pas sur les domaines d'utilisation. En complément de ce que tu viens de dire, c'est vrai que de toute façon, que ce soit dans le domaine de la santé que dans le domaine du sport, la priorité, elle est vraiment sur
alors, le diagnostic d'un point de vue santé, mais le diagnostic du point de vue du sport. Donc, nous, on a besoin vraiment de faire le point sur la personne qui est en face de nous. Donc, de travailler, comme le disait Stéphane, sur ses préférences motrices. Après, chaque enseignant a différentes méthodes ou techniques qu'il utilise comme diagnostic et lui va pouvoir ensuite adapter par rapport à sa façon, à son enseignement, les modifications qu'il a envie d'appliquer à son élève. Bon, nous, en pratique, on constate bien que voilà, les préférences motrices, pour nous, c'est vraiment la base du travail. Après, on va travailler sur les limitations physiques. Donc, il y a les préférences motrices, ça c'est une chose. Ensuite, les limitations physiques, parce que bon, quelqu'un peut avoir des préférences, mais il peut avoir aussi des limitations qui ne vont pas l'aider nécessairement à aller sur ses préférences. Donc ça, on est obligé d'en tenir compte. Et puis ensuite, bon, on a des enseignants de golf très connus dans le monde qui nous ont aidés aussi à pouvoir faire des bilans qui nous aident à aller jusqu'au bout de la démarche et donc aller sur des modifications qui sont les plus pertinentes possibles, quoi. Voilà. Je voudrais juste rajouter que malgré le fait qu'on utilisait pour nous, pour notre part, Thierry, des bilans basés sur les préférences motrices, le procédé Aliane a malgré tout amélioré notre travail journalier considérablement parce qu'aujourd'hui, avec 2 heures de travail, on arrive à intégrer un mouvement qu'on pouvait avoir peut-être des fois au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois de travail avec un élève en fait. Donc c'est quand même un gain de temps. Ça marche pas très bien si les préférences motrices sont pas respectées, mais quand ça marche, c'est le top, quoi. Et c'est un plus, quoi. C'est-à-dire que même les enseignants qui font pas les préférences motrices, forcément, la personne va intégrer beaucoup plus rapidement. C'est vraiment un gain de temps pour tous les entraîneurs, quel que soit le sport, tennis, rugby. J'ai eu la chance de faire des rugbyman pour les tirs au but ou pour le lancer en touche. Voilà. Toi, Charlotte, tu as eu un tennisman. Thierry, tu as dû avoir aussi d'autres sportifs, nos golfeurs, etc. C'est un plus. Voilà, c'est vraiment un gain de temps. Ça, c'est enfin, ouais, c'est ce qu'il faut dire. C'est un gain de temps. Ouais. Thierry, au cap. Non, bah écoute, Hortense, ça peut passer la slide suivante. Tu vas pouvoir présenter toi un de tes joueurs là. Alors, oui, donc voilà, ça c'était un monsieur, 70 ans, 40 ans de pratique de golf. Donc voilà, meilleur index 4,5. Aujourd'hui, il doit être 9,5 ou 10. Il est arrivé à perte un petit peu de. Il t'a passé bien après 40 ans, on s'imagine, et perte de vitesse, manque de longueur. Après, voilà, il a pourtant les clubs qui vont bien, il y a tout ce qu'il faut pour. Voilà, donc on aurait pu partir sur plein de travaux, mais suite à mon bilan, j'ai décidé de partir sur, comme on le voit sur la première photo, il était en haut du backswing en train de taper une balle, et donc il était avec un armement maximum des poignets, c'est-à-dire très peu, les bras n'étaient pas très hauts, et donc forcément pour générer de la vitesse, il se resservait, vu ses préférences motrices, il repartait avec le haut du corps pour chercher de la puissance, et résultat, il n'y avait pas de vitesse de la tête de club, donc forcément les balles qui n'allaient pas loin. Donc, on a travaillé sur un relâchement général. Donc, après le bilan, on a été en salle faire le procédé Aliane. On a travaillé un petit peu sur le relâchement. Donc, on a visualisé, je lui ai fait visualiser, ressentir, parce qu'expliqué précédemment à Charlotte. Il visualise, il ressent physiquement, il imagine, je prends des vidéos, il se voit, etc. De ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire avec un peu plus d'armement de poignet, un club qui partait un peu plus haut. Voilà, et donc après le prochain slide, Hortense, si tu pouvais, s'il te plaît. Voilà, donc là on voit, il est en salle sur la photo de gauche. Il est en salle, on voit qu'il a le casque sur la tête. Donc là, il est en train de visualiser, de ressentir. Et la deuxième photo est vraiment sans trucage. Je ne vois pas d'intérêt de mentir. Là, il est en train on a fait un arrêt sur image, mais il est en train de taper la balle sur un swing à vitesse réelle. Et on voit que la hauteur de son backswing et l'armement de ses poignets sont plus hauts et plus loin. Et derrière, forcément, il y avait, sans mentir, il y avait entre 7 et 12 mètres en fonction des coups
en moyenne, les balles étaient plus longues et c'était un fer neuf. Voilà. Derrière, on était OK. On est reparti en salle faire une séance d'ancrage. Ça, c'était la semaine dernière. Et à l'heure où je vous parle, il est toujours content. Il a toujours ses 10 mètres de plus en moyenne avec son fer. Donc, on aurait pu faire ça sans la machine à Yann. Ça fait 25 ans que j'enseigne. Un monsieur qui a 40 ans de golf, qui a 70 ans, qui n'a jamais utilisé les poignets. Et si je lui avais demandé tout bêtement, vas-y, joue avec tes poignets, ce qu'il essaye de faire au début du cours, il croit qu'il utilise les poignets et après vidéo, on voit toujours que le club il bouge pas pareil. Les préférences motrices aident un petit peu, mais avec la séance Aliane, après une séance, alors qu'il tape la balle autant d'écart, c'était gagné pour moi, c'était gagné pour lui et tout le monde était content. Voilà. Deuxième cas, ça c'est bien Titi. Ouais, donc là, alors cette séance-là, je l'ai prise en exemple parce que c'est ma première séance. C'est la première séance que j'ai effectuée après ma formation et ma certification. Et comme le résultat était spectaculaire, voilà, pour moi, c'est un vrai modèle, quoi. Donc, c'est une personne qui a aux alentours de 45 ans, qui est une joueuse occasionnelle, qui prenait des cours, pas régulièrement, et qui avait, on voit sur la première photo, des coudes qui étaient pliés au moment de l'impact et après l'impact. Voilà. Donc, le travail, après avoir effectué le bilan, c'était de travailler sur l'extension de ses bras à l'impact et après l'impact, et donc de supprimer ce qu'on appelle chez les profs de golf l'aile de poulet du côté gauche. Voilà. Donc, vous voyez sur les images du dessous le travail effectué donc sur la table, sur une table de massage. Alors là, en l'occurrence, on avait la possibilité de le faire comme ça, mais on peut tout à fait l'effectuer assis. Le tout, c'est que la personne soit le plus décontractée, relâchée possible. Donc là, elle écoute les sons. On la met là sur cette partie-là en état d'hypovigilance. À partir de là, on va travailler sur ce que vous voyez sur la photo de gauche, sur la position que l'on souhaite obtenir avec la reprogrammation. Donc là, on est sur l'extension des bras. Donc là, elle est en train de se mettre en position et en même temps, elle me fait la description de ce qu'elle ressent. Et donc, quel muscle? Alors, quel muscle? Pour un joueur de golf, on ne va pas travailler sur une description technique mais on va vraiment être sur son ressenti. Donc, pour elle, ça va être je sens que j'ai une tension dans le bas du dos à droite. Enfin, voilà, on est vraiment sur ce genre d'informations et pas du tout sur des choses médicales. Alors, sauf si on tombe sur quelqu'un qui est vraiment calé à ce niveau-là et auquel cas on le prendra en compte. Mais sinon, la plupart des gens qui sont avec nous, on est vraiment sur écouter vraiment ce qu'ils nous décrivent et ensuite on va vraiment utiliser ça pour l'insérer dans la reprogrammation. Voilà. Donc elle me décrit, je sens une tension à tel endroit, mes bras sont allongés, donc j'ai mon coude qui est verrouillé. On va utiliser leurs termes après pour effectuer la reprogrammation. Et alors, donc vous voyez cette image des coudes fléchis. Et si on part sur la slide d'après, voilà. Et donc ça, c'est la première balle qu'elle a tapée juste après la reprogrammation. On voit que tout de suite, elle a intégré le nouveau geste et on se retrouve avec les bras allongés. Et ça, en ayant tapé uniquement 2 balles. La première balle, c'est celle que vous voyez à gauche. Et la deuxième balle, c'est celle qui est à droite. Voilà. Donc, et ça, en l'espace d'1 heure. Donc ça, pour moi, c'était ma première reprogrammation neuromotrice. Voilà. Donc le résultat était plutôt pas mal. Ouais. Le résultat était plutôt pas mal. Alors on peut passer à la deuxième slide. Alors la deuxième slide, on est sur un bon joueur, un joueur qui est en équipe de France militaire. Et là, suite au diagnostic sur les préférences motrices, en fait, on s'est aperçu que il optimisait pas ce que nous on appelle dans les préférences motrices sa boucle motrice. Donc, le fait de ne pas utiliser sa boucle motrice, ça l'empêchait de pouvoir optimiser sa vitesse de tête de club à l'impact et donc nécessairement
de générer le maximum de vitesse. Oui, Steph? En fait, ouais, pour que ce soit plus clair pour les gens, la boucle motrice, c'est comment tu utilises le sol, en fait. Est-ce que tu l'utilises en poussée ou plutôt en rebond? C'était lors d'un regroupement que tu avais, je me souviens bien, avec l'équipe de France militaire. Et donc, on l'avait diagnostiqué devant plutôt utiliser le sol en rebond. Ouais. Il n'utilisait pas en rebond. Et donc, voilà, après le diagnostic, on lui a fait Ouais. Donc après, en finir. fait, donc voilà, là vous avez, donc j'utilise, on utilise avec Stéphane des outils. Là, en l'occurrence, un radar de balle qui nous permet d'avoir des datas et d'avoir une confirmation sur concrètement si la modification qu'on apporte, elle va dans le sens que l'on recherche. Et donc là, en l'occurrence, vous avez les chiffres qui apparaissent et vous avez donc le club speed qui est entouré, qui vous donne donc la vitesse de référence avant reprogrammation du joueur. Voilà. Donc là, l'objectif, c'était de lui faire sentir comment il allait pouvoir réaliser la chute, donc ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire descendre sur ses appuis dans la phase de descente du geste de golf. Donc on va utiliser les termes techniques pour les profs de golf qui nous suivent. Donc dans le downswing, qui chute en même temps dans le downswing pour augmenter la vitesse de la tête de club. Donc voilà, donc l'objectif, c'était ça. Donc après, on utilise les mêmes étapes. Hein. Donc première étape, état d'hypovigilance. Deuxième étape, on va partir sur les sensations proprioceptives, créer l'image mentale de ce qu'il doit faire. Et donc, encore une fois, après la slide suivante, donc ça, c'est la balle qu'il a tapée juste après la reprogrammation. Donc là, sur l'image, vous voyez bien qu'il y a une augmentation de la chute, donc une baisse de la tête au moment de l'impact. Et là, vous voyez, donc là, c'est pareil, hein, c'est des datas donc, de notre launch monitor, de notre radar. Et on voit que il a gagné plus de 7 miles par hour de vitesse de tête de club, ce qui est considérable, juste en effectuant cette chute et donc en optimisant ses préférences motrices. Et donc voilà, la reprogrammation consistait à améliorer cette utilisation des préférences motrices et la conséquence, c'est une augmentation de la vitesse de tête de club. Oui, Stéphane, je vois que tu as envie de dire quelque chose. Ouais, j'étais là et il faut se préciser quoi. Il n'a pas cherché à taper plus fort, il n'a pas cherché à monter plus loin, enfin, à avoir un backswing plus grand, plus rapide, etc. C'était juste l'utilisation pour lui du sol correctement et ça a tout de suite eu ce rendu-là. Et on n'était pas du tout dans la recherche de taper plus fort parce qu'il tapait déjà pour un amateur correct. On n'a pas cherché à forcer. C'était juste, voilà, c'est la bonne utilisation. Avant et après la machine, forcément, le procédé Alian lui a permis de le ressentir très rapidement. Et en espace de 1 heure et demie ou 1 heure après, je ne sais plus combien de temps ça avait duré, on a eu ce diagnostic-là. Honnêtement, on ne s'attendait pas à avoir aussi, très honnêtement, sans le procédé Alian à l'époque, même avec les préférences motrices, un rendu aussi rapide, c'est compliqué. Je pense que tu confirmes, Thierry. Ouais, complètement. De toute façon, là, on a décidé de faire le choix de cas qui soit représentatif d'une modification qui soit très visuelle. Très visuelle, et là, en l'occurrence, de prendre des datas. Mais dans le golf, et les coachs de golf qui nous écoutent savent très bien que les modifications qu'on effectue ne sont pas toujours aussi visuelles que ça. Et la vraie difficulté dans le golf, c'est que, effectivement, entre ce que je vois, ce que je pense faire et ce que je fais, il y a de vraies différences. Donc, et là, vraiment, le procédé nous permet vraiment aux joueurs d'être hyper focus sur ce qu'il fait et en même temps d'avoir une description optimum de la modification qu'on souhaite apporter. Et en fait, on voit bien que dès que c'est comme ça, tout de suite, les modifications, elles se font sans problème, quoi. Voilà. Après, on aurait pu vous montrer plein d'autres vidéos. On a fait ces choix-là. Et On en fait entre 3 et 10 par semaine, donc il fallait choisir. voilà, exactement. Donc, pour moi,
voilà la fin de notre présentation sur nos cas concrets. Après, on va passer, je pense, aux questions-réponses. Donc, je vois déjà que il y a déjà pas mal de choses. Donc, Charlotte, Steph, Moi, j'ai pas accès aux questions, il va falloir que vous me les. Je les vois pas apparaître, en fait. Charlotte, je les prends dans l'ordre et puis j'ai supprimé comme ça au moins. Alors, j'ai Laurent Chauveau qui pose la question pourquoi utiliser qu'une partie du VACOG, je ne sais pas ce que c'est, dans la visualisation mentale. Il faut que tu remettes ton son, Charlotte. Ah, c'est mieux. Ce que j'avais oublié, pardon. Non, en fait, on peut utiliser toutes les représentations du VACOG. Ça peut arriver que ça va vraiment dépendre de l'athlète et de la situation dans laquelle on veut le plonger. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut travailler sur un athlète qui fait de l'athlétisme et que ce qui va le stimuler et là où il a besoin de se voir, c'est en train de courir sur sa piste avec un clapping, avec la sensation, l'odeur de la piste, la sensation de la foulée, donc la visualisation, on peut tout rajouter. Plus de toute façon on rajoutera d'informations à notre imagerie motrice, plus elle sera performante. Ça va ensuite dépendre de ce qu'on veut travailler. Des fois, sur les premières représentations visuelles et notamment sur les premières représentations d'imagerie motrice, on se stabilise sur le mouvement à corriger en question. Et en fait, moi, ce que je pratique, c'est que je reprogramme en 3 parties. J'ai une première partie où je viens travailler sur le geste lui-même, une deuxième partie sur de la répétition avec de l'augmentation de facilité, de sensation, d'augmentation de tout ce qui peut se passer autour du geste. Et en dernier, je replace dans le contexte de la compétition. Et à ce moment-là, dans le contexte de la compétition, on visualise vraiment, le sportif, il se visualise vraiment comme s'il était en compétition. Donc, il peut voir le public autour, il peut sentir, il se sent taper la balle. Tout ce qu'on peut avoir dans son imagerie, dans le réel, il faut qu'il le passe dans son imagerie sur cette partie-là. Plus on aura d'informations, meilleur ce sera. Est-ce que ça répond à la question? Je ne pourrais pas te dire. On va peut-être avoir un commentaire. Ensuite, ça c'est encore pour toi. Dans le cas de JB Grange, comment être sûr que la prise en charge par RNM est la cause de l'amélioration de l'état du patient? Parce qu'on est sur du on-off en 1 heure de temps. En fait, on a vraiment l'avant-après direct de son ressenti, c'est-à-dire qu'avant on teste le ressenti du patient, on lui fait travailler ses inhibitions motrices et ensuite on teste après. Et il me semble que même justement dans le but du jeu, c'était de pouvoir les faire passer derrière sur des tests spécifiques de ski. Il y avait eu des échecs à ces tests-là et qui post-RNM ont été positifs. Donc du coup, c'est comme ça qu'on optimise, qu'on regarde l'efficacité de nos séances. Ce que j'ai pu voir aussi, par exemple, on parle de JB Grange, mais JB Grange, c'est un sportif, il faut penser que c'est un sportif comme les autres. C'est-à-dire qu'on fasse ça avec JB Grange ou que je fasse ça avec un tennisman ou avec un rugbyman, ce sera exactement la même chose. Le avant-après, il se passe tout de suite dans ce que je suis en train de faire avant ma séance, je teste et derrière, je reteste. Donc, je peux voir la différence entre mon test avant et après en l'espace d'une heure. Et derrière, on optimise cette prise en charge-là. Il faut penser que post-reprogrammation neuromotrice, ce qu'on met en place, c'est un système derrière avec les kinés, avec les coachs de réathlétisation, de renforcement musculaire, pour justement optimiser la prise en charge en reprogrammation neuromotrice et faire en sorte que le mouvement derrière il soit le plus efficace dans le temps possible. Alors, Charlotte, tu as répondu à la question de Laurent tout à l'heure. Ensuite, comment expliquez-vous que le geste corrigé ne reviendra pas après des années de pratique? Après des années, peut-être, alors, dans la logique, il ne devrait pas revenir dans le sens où on crée un nouvel automatisme moteur, vu qu'on travaille sur cette commande motrice. Après, justement, c'est pour ça que derrière, on ne fait pas juste une séance de RNM, et ça, j'insiste bien dessus, et puis derrière, le patient, le sportif, il repart vaquer à ses occupations. Non, derrière, il faut qu'il y ait un suivi. On va retravailler ce geste technique. Je pense que vous pouvez le voir avec vos sportifs derrière, vous les suivez dans le geste derrière sur des petits exercices, peut-être pour optimiser cette prise en charge en reprogrammation. Alors, moi, ma petite analyse, elle est qu'on touche un petit peu la neuroscience, même si on n'a pas fait bac plus 25.
pour être prof de golf en tout cas. Et en fait, si le cerveau, du moment où on a un geste qui fait intervenir plus de 3 ou 4 muscles dans une fraction de seconde, on croit être conscient, mais le cerveau, c'est le mode inconscient qui fait bouger notre corps. Le cerveau a une mission, c'est de venir toucher la balle. Et en fonction de ne serait-ce que la position de départ, du démarrage, etc., de plein de choses qui peuvent se passer, le cerveau s'adapte pour venir essayer de toucher la balle en fonction de ce qu'il a conçu, de ce qu'il pense qu'il faut faire. Voilà. Et tout ça, c'est dans l'ordre de l'inconscient. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait dire des fois à des gens, mais attention, vous montez trop intérieur. La personne pense qu'elle monte extérieur, on sort la vidéo, elle est toujours intérieure. C'est pour expliquer entre ce qu'on pense faire et ce que l'inconscient, ce que le corps fait. Et du moment où on a fait l'habitude, le corps a créé une habitude, donc un mauvais geste. Du moment où on fait le bilan de la personne, qu'on essaye de voir pourquoi le cerveau a interprété de telle façon à ce qu'on ait ce geste qui soit pas bon, du moment où on fait son test, du moment où on la travaille, on recrée une nouvelle habitude. Ça fait que le cerveau a oublié l'ancienne. Et si on a vraiment traité correctement par rapport à la cause exacte de ce mauvais geste, soit par les préférences motrices ou avec le procédé alien, ben c'est une nouvelle habitude qui se met en place. On ne se rappelle même plus comment on faisait avant, en fait. C'est ça. Donc, nous, pour expérience, on n'est pas, enfin, je pense pas, avec Thierry, on n'est pas là pour vendre la recette miracle il n'y en a pas de recette miracle, mais en tout cas, les gens, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est certifié, 2 ans et demi. Les gens la première fois, le jour où j'ai acheté la machine et que j'ai un de mes cobayes, un de mes joueurs est passé dans les mains du certifié Allian de l'époque, c'était pour quelqu'un qui avait un bras gauche qui était complètement fléchi au moment du backswing. Et malgré les préférences motrices que j'utilisais déjà depuis 15 ans, etc., il croyait avoir le bras allongé, il avait le bras fléchi. 2 heures après, il avait le bras tendu. Aujourd'hui, quand on va le voir, ce jeune homme a toujours le bras tendu et on n'a pas eu besoin de refaire de séance à Liane pour ça. Donc, pour le moment, on sait pas, 3 ans après, ça ne bouge pas en fait. Voilà, ça c'est sûr. Et alors, pour la petite histoire, moi, quand je vous ai présenté ma première séance, la réflexion que la personne m'a faite juste après, quand on a débriefé la séance, bah, en fait, elle se rendait même plus compte de la façon dont elle faisait le geste avant. C'était drôle d'avoir ce commentaire-là à ce moment-là, quoi. Donc, en fait, pour elle, c'était ce qu'on avait reprogrammé était devenu naturel. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans notre sport aujourd'hui, qui parlent des neurosciences, etc. Il faut savoir que la neuroscience, en tout cas pour nous, profs de golf, le seul truc qu'on peut dire, c'est que l'inconscient a des fois des raisons qu'on ne connaît pas et qui fait bouger le corps d'une certaine façon et des fois contraire à l'inverse de ce que l'on pense faire. Voilà. Et du moment où on diagnostique bien et qu'on recrée de nouvelles habitudes avec le procédé Allian, eh bien, ça part pas en fait, c'est nouveau, mais ça reste en fait, c'est comme si on avait toujours fait ça. bon, j'ai une autre question pour toi, Charlotte. Quelle est en prise en charge santé l'incidence de l'aspect placebo proportionnellement? Alors, proportionnellement, franchement, je n'ai pas d'idée sur l'aspect placebo. Pour l'instant, on n'a pas d'études forcément là-dessus. Maintenant, ce que je vois, c'est ce que je peux traiter au quotidien. Et je pense pas qu'il y ait, enfin, il y a forcément une part d'effet placebo, mais comme toute méthode qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire que même dans l'ostéopathie, il y a une part d'effet placebo, on en est tous bien conscients. Mais je pense qu'on utilise aussi de vraies techniques de réadaptation du corps et que la reprogrammation, ça en fait partie. Moi, je le vois, en fait, ça fait quand même depuis 2017 que je travaille avec la reprogrammation neuromotrice. Et ça fait depuis 2017 qu'on aide des patients que j'aurais pas aidé avant. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas tout le temps miraculeux. Là, on vous montre pour le sport des résultats qui sont très visuels parce que on est sur un webinar et qu'il faut le voir. Mais sur la santé, c'est pareil. Je veux dire, des fois, quand on va travailler sur des patients qui sont hémiplégiques ou sur des patients qui sont parkinsoniens, par exemple, sur les parkinsoniens, un de mes patients, j'avais pu travailler sur son périmètre de marche et on avait augmenté son périmètre de marche, sa rapidité de marche. Et ça tient dans le temps. Donc, pour ce type de patient, l'effet placebo, je me demande si
il existe autant dans ces cas-là que chez quelqu'un qui a juste un verrouillage qui peut très bien être émotionnel également. Steph, je vais avoir une question pour toi. Comment faire si la préférence motrice de l'athlète nuit à la performance de son sport? Si les préférences motrices de l'athlète nuisent à la performance de son sport. Ouais. Bah, ça veut dire quoi? En quoi les préférences motrices pourraient nuire à l'activité d'un sportif? Il faudrait être plus précis. Je comprends. Enfin, je sais pas, tu comprends mieux la question que moi, toi, Thierry, ou? Enfin, après, je vais pas parler à la place de la personne. Mais est-ce qu'il peut y avoir une incompatibilité dans les préférences motrices avec, c'est-à-dire que, ah bah tiens, on a pris l'exemple de ce qu'on a vu sur le squat. Ok. Alors, le squat, est-ce que le squat En va fait, être adapté pour tous les profils moteurs? alors, les préférences motrices, c'est pas la recette, c'est pas la baguette magique. Les préférences motrices, on en a tous. Pour un moment donné, là, apparemment, il y a beaucoup d'ostéopathes et de kinés avec nous. On est encore tous foutus mécaniquement pour être à quatre pattes. Et un jour, il a fallu qu'on se relève. Donc aujourd'hui, l'être humain, alors qu'il est encore foutu pour être à quatre pattes mécaniquement, il est debout. Donc aujourd'hui, le cerveau, on parlait tout à l'heure de l'inconscient, gère sans qu'on s'en aperçoive toute la journée le relâchement, la contraction de certains muscles pour qu'on puisse garder l'équilibre. Pour que ceci ne soit pas énergivore, inconsciemment, on a différentes chaînes dans le corps humain, les chaînes arrière, les chaînes avant, abductrices, voilà, toutes les autres chaînes. Et chacun de nous, soit par la génétique, et ça je ne sais pas, j'ai pas encore, je ne m'aventurerai pas sur ça, mais soit par la génétique, soit par le mimétisme, soit par le hasard, on a choisi un système qui était non énergivore pour nous. Je m'équilibre sur les chaînes avant, je m'équilibre plutôt sur les chaînes arrière, etc., etc. Donc en fait, ce n'est pas une recette magique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les préférences motrices, c'est celles qui me permettent d'être le plus efficace. Si j'ai été diagnostiqué par une personne qui maîtrise, parce que ça aussi, il faut faire attention par qui on est diagnostiqué, parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui s'apprend en 3 minutes, contrairement à ce qu'on peut nous faire penser. D'une certaine façon, et que ce qu'on m'a dit de faire ne marche pas dans mon activité, bah, c'est que soit c'est pas bon pour moi, soit le diagnostic n'était pas bon, soit je suis quelqu'un qui, sous pression dans mon activité, a besoin, mon cerveau en tout cas, a besoin de fonctionner différemment en utilisant peut-être l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre dans les préférences motrices, etc., etc. Je ne pourrais pas, enfin, d'après ce que tu me dis, voilà ce que je peux donner comme un. Il faut que la question soit plus détaillée, mais je ne sais pas ce que tu pourrais rajouter à ça, Thierry, mais. Je ne vois pas en quoi les préférences motrices pourraient être pas bonnes pour un sport. C'est-à-dire que c'est pas parce que, oui, tu parlais des squats tout à l'heure, je veux être haltérophile, je suis terrien, donc de base, je dois avoir des grosses cuisses. Par contre, si je suis aérien, est-ce que je pourrais être plus fort qu'un terrien? Ben, je pense que dans tous les sports, il y a des aériens et des terriens. Donc, Alors, bon, je pense aussi, après, il y a forcément des activités qui sont plus orientées sur un profil. Et donc, après, la performance, on voit que dans plein de sports, si on prend le golf, par exemple, on va avoir des gens qui sont aussi bons en tant qu'aériens que terriens. Dans le tennis, ouais. c'est exactement la même chose. Après, il y a des activités qui sont plutôt qu'on appellerait fermées. Et là, par exemple, typiquement, l'haltérophilie, si on doit faire du développé, pas du développé couché, mais du soulevé de terre, bah forcément qu'il va y avoir plus de prédisposition pour un terrien que pour un aérien. Non, 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 non. Faux. Les prédispositions dans ces sports-là sont plutôt d'ordre mécanique, c'est-à-dire avoir une musculature et une mécanique qui fait que j'ai un centre de gravité plutôt bas. C'est pour ça qu'on voit des gens qui sont très, très petits parce que eux ont un centre de gravité bas, ont un corps qui est adapté à cette activité-là. Mais chez les petits, il peut y avoir des gens qui utilisent les chaînes avant et d'autres les chaînes arrière, en fait. La mise en tension pour soulever un poids n'est pas meilleure dans un sens ou dans l'autre. Après, c'est plus c'est comme si je fais 150 kilos et je ne pourrais pas être cycliste de haut niveau. C'est-à-dire que pour le vélo, à un moment donné, il y a une physiologie qui fait que je dois être plutôt mince,
l'haltérophilie, pour certaines disciplines de l'haltérophilie, où il faut un centre de gravité très bas. Il faut, si je suis plus petit, ça sera plus simple, etc., etc. Mais je pense que dans les préférences motrices pures, il n'y a pas de sport qui favorise tel ou tel. Les préférences motrices peuvent. Je pense pas. Honnêtement, après, il faudrait demander avec des gens plus compétents dans le sujet, c'est-à-dire que les deux concepteurs, les gens qui ont mené les préférences motrices en France, mais très honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est plutôt les limitations sont plutôt d'ordre physiologique. Grand, petit, gros, maigre, souple, raide, voilà. Et après d'ordre mental. Quel que soit le sport, c'est la tête qui amène la performance à 90%, avant tout le reste. Alors, tiens, j'ai une autre question. Faut qu'Hortense nous dise au niveau du timing si on peut déborder un petit peu ou pas pour répondre aux questions. L'état émotionnel du joueur, il est géré comment avec Alian sur le parcours? L'apport de son alpha favorisant l'EMC et quelle est la durée de cet impact? Charlotte, tu veux répondre ou... Répétez la question, s'il te plaît. Alors, l'état émotionnel du joueur, il est géré comment avec Alian sur le parcours? L'apport de son alpha favorisant le MC et quelle est la durée de cet impact? Alors, le côté émotionnel, ça va être. Faut savoir déjà comment s'est passé l'action. C'est-à-dire que si je veux travailler par rapport par exemple, s'il y a eu un défaut qui s'est mis en place à la suite, je sais pas moi, d'un tournoi, d'un match, le vécu émotionnel, il va du coup être impliqué dans le mouvement. Donc là, je vais pouvoir le travailler. Après, avec Alien, on travaillera pas spécifiquement sur ce retour émotionnel. Enfin là, c'est ce qu'on peut utiliser de l'EMDR et dans ces cas-là, c'est pas. Moi, je suis pas du tout une experte là-dedans et je travaille peu avec parce que je ne maîtrise pas cette méthode. Et je pense que s'il y a vraiment une grosse part émotionnelle que ce soit dans le traumatisme ou dans la qualité technique du geste qu'il faut modifier, ça peut être intéressant de le travailler à distance de la séance de reprogrammation et par des professionnels qui sont habilités vraiment à le faire. Alors, pour la séance, la question que pose le monsieur, c'est suite à une séance de relaxation, on est relâché. Par contre, le truc, c'est là, pour le coup, comme tu dis, Charlotte, il faut qu'il y ait un professionnel, un psy ou un préparateur mental. Si à un moment donné, sous compétition, la personne a un bien-être émotionnel qui l'empêche de performer, il faut s'assurer de pourquoi, quelle est la cause de ceci. Et bien entendu, Aliane, c'est pas la baguette magique qui, parce qu'on a mis les écouteurs et fait trois trucs, on n'aura plus de stress. Non, autrement, c'est juste, on s'en sert de relaxer, pour être relaxé. Après, si la personne sous stress a les émotions qui remontent et qui l'empêchent de performer, il faut chercher la cause de ce phénomène-là, dans ses objectifs, enfin voilà, après c'est le travail d'un psy, mais non, c'est pas parce qu'on a mis les écouteurs et qu'on a fait une séance de relaxation qu'on va être détendu et ça serait trop facile et ça serait super simple. Et on aimerait, mais malheureusement, c'est pas le cas. Non, puis je pense que s'il y a quand même un choc émotionnel qui est important ou une cause émotionnelle qui est importante, il vaut mieux la traiter à part et derrière retravailler sur le geste ou sur la pathologie d'ailleurs. Oui, tout à fait. On fait quoi? Une dernière question? Oui, on peut encore avoir des questions. Après, peut-être que les autres questions, du coup, si jamais il y en avait d'autres, Ouais, il y en a. peut-être je sais pas, Hortense, comment on peut faire, mais sinon, on peut peut-être les répondre par mail. On peut continuer. Sinon, après, moi, je peux vous envoyer le listing de toutes les questions et on pourra répondre aussi au fur et à mesure ou individuellement par email. Il n'y a pas de souci. Ok, on peut en faire encore quelques-unes. Je sais pas vous si ça vous dit. On peut en faire au moins deux ou trois, non? Ouais, pas de souci. Je trouve que c'est bien de lever les questions tout de suite. Ouais. Vous parlez de relaxation et de relâchement. Faites-vous une différence entre les deux, aspect, mot, et quelle est l'action du procédé Alian sur ces aspects? Alors, oui, la relaxation, c'est comme si j'allais au spa ou voilà, je vais me relaxer mentalement, c'est un petit peu global.
je suis stressé, j'ai beaucoup de boulot, etc. Le relâchement, il est plutôt musculaire. Je suis tendu, voilà, j'ai les muscles moins relâchés. Oui, il y a une différence entre relaxation et relâchement, en tout cas pour ma part. La suite de la question, Thierry, c'était quoi? La deuxième partie de la question? Désolé, je l'ai supprimé. Donc, Moi, si je peux rebondir dessus, c'était surtout la différence entre la relaxation et le relâchement. Mais le relâchement, avec la reprogrammation neuromotrice, nous, on l'utilise aussi beaucoup d'un point de vue santé, sur tout ce qui est, par exemple, sur la spasticité ou sur justement ces phénomènes de co-contraction, de flessum qui peuvent survenir, où on a une accumulation de tension globale du corps et en fait, on utilise les sons de basse fréquence couplés à des méthodes de relâchement comme la méthode de Jacobson et de Schulz qui peuvent parler sur des exercices et de contraction et de respiration qui vont nous permettre, en fait, les sons vont nous permettre d'ancrer de façon plus profonde ces sensations de relâchement. Et donc derrière, de nous permettre de travailler sur un corps qui va être plus souple et surtout qui va être inhibé de certaines contractions ou notions réflexes, tensions réflexes qui peuvent être mises en place après des pathologies ou lors de traumatismes. Ouais. Alors, il y a une question sur cette physiologie est pareille pour les sports de force ou haltérophilie? Cette physiologie. Ouais. J'ai pas entendu. Ça a coupé, Thierry. Cette physiologie est pareille pour les sports de force ou haltérophilie? On peut utiliser la reprogrammation neuromotrice dans la haltérophilie, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ça se fait très bien. Après, sur l'haltérophilie, parce qu'il faut penser aussi dans l'haltérophilie, ce qui est très important, c'est la technique, en fait, c'est le geste, parce que le poids, il va aussi se lever de façon beaucoup plus simple si la technique, elle est très propre. Donc après, quand c'est comme ça, si on maîtrise pas un sport en reprogrammation neuromotrice, il faut savoir qu'on travaille toujours avec le coach. C'est-à-dire que par exemple, je ne m'amuserai pas à faire des reprogrammations neuromotrices du golf parce que je ne maîtrise pas le golf. C'est pour ça qu'on travaillerait en collaboration pour pouvoir mettre en place les séances qui correspondent le plus à notre athlète. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une séance comme on peut en faire plusieurs parce que je crois que j'avais vu glisser une question où il y avait un moment où on nous disait qu'on faisait qu'une séance et que ça pouvait sembler miraculeux. C'est vrai que dans le sport, on a plus tendance à faire une séance parce que c'est un effet on-off sur une gestuelle technique, alors que par contre, dans la santé, on va pas faire qu'une seule séance. Par exemple, je vais travailler sur une séance sur le bassin, puis ensuite une séance sur le genou en fonction de ce que je vais trouver en termes d'inhibition motrice dans mon testing. Et mon testing, il se résume vraiment à tester non seulement ma force motrice, mais la qualité de recrutement du muscle. C'est-à-dire, est-ce qu'il va se contracter en termes de sensation aussi et la qualité de sa contraction. Donc, on va avoir plein de testings, que ce soit statique, dynamique, fonctionnel, pour essayer de comprendre comment ce muscle fonctionne et surtout quel est le ressenti du patient vis-à-vis de ce muscle-là. Alors là, je vais prendre deux questions là. Alors la première, c'est est-il possible de traiter des hips avec Alian? Donc là, c'est du domaine du golf. Ah oui, ce que j'allais dire, je ne connais pas. Steph, Alors oui, il est possible de traiter les hips, mais pas avec Alian, en fait. Alian nous permettra d'intégrer un nouveau geste plus rapidement que d'habitude. Maintenant, pour tous les profs de golf, le hips, si on connaissait la raison, la cause du hips, celui qui a la recette, il va gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, le hips, pour ceux qui ne connaissent pas le golf, c'est un mouvement incontrôlé, nerveux, au dernier moment, un petit coup de main qui fait que on ne contrôle plus, alors que on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on doit faire, on fait un geste d'essai parfait. Le moment où on tape, il y a un mouvement qui est incontrôlable et incontrôlé qui fait que on ne fait pas le bon coup de golf. Au chipping, au putting, ça se voit souvent sur les petits coups. Le petit jeu, putting et chipping. Et la cause du hips, elle peut être physique, elle peut être mentale, elle est souvent les deux à la fois.
comment on a traité l'inconscient, quelle information. Donc des fois, avec les préférences motrices, on arrive à avoir des idées ou pas. Mais en fait, avec Alian, avec le procédé, on peut juste, tiens, votre coude, il est comme ça, il faut le mettre comme ça. Je sais pas si on voit bien. Moi, je dis n'importe quoi, hein. Et vous êtes comme ça, hop, on va le mettre comme ça. Là, ok, ça va. Mais maintenant, le gips, on peut le corriger, mais il faut en connaître la cause, en fait. Et la cause, elle n'est pas là pour le coup. Il faut parler avec l'athlète, il faut voir si c'est d'ordre psychologique, physique, visuel, inconscient, mauvaise intention. Enfin, il y a tout un tas de paramètres à prendre en cause. Et donc, c'est pas c'est pas la baguette magique, Yann. Il faut travailler un petit peu quand même, messieurs. Et alors, pour le coup, moi, j'ai eu un joueur qui avait des hips et à qui j'ai réglé un problème. J'ai réglé le problème. Maintenant, voilà, ce que vous a expliqué Stéphane, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis pas arrivé, je lui ai mis le casque et puis tout a changé après. Voilà, c'est le diagnostic qui a permis de mettre en évidence certaines choses. Et derrière, le fait de faire une reprogrammation, ça lui a supprimé les hips. Alors le problème, c'est qu'il y a celui qui a des hips à l'entraînement et puis il y a celui qui en a uniquement en compétition. Ouais, bien sûr. Et donc là, la difficulté, c'est de faire visualiser au moment où on fait la reprogrammation, notamment sur la dernière phase dont on n'a pas particulièrement parlé, mais qui est la phase d'ancrage. On va lui demander de se replacer dans le contexte de la compétition, de visualiser ce moment où il est en train de faire son putt à 50 cm. Et donc là, de visualiser et de sentir ce nouveau mouvement qui lui permet de mettre la balle dans le trou. Voilà. Bon, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que. Ouais, excuse-moi Thierry. Ce qui est sûr, c'est que le procédé Alian, on veut changer un geste. Si on le fait bien, si on veut modifier le geste, ça marche à 100%. Voilà, c'est vrai. Après, je sais qu'il y a des joueurs de haut niveau qui ont eu des séances sur des hips, au putting, etc. Si le résultat escompté n'a pas été atteint, c'est pas parce que le procédé n'est pas bon, c'est juste parce qu'on n'a pas traité la bonne cause. Voilà. Et encore une fois, la personne qui pose la question, les hips, si on avait une réponse aux hips, celui qui a un jour la réponse aux hips, ce mec-là, il devient milliardaire. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas. Voilà. Donc, il faut chercher, il faut travailler un petit peu. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, il faut faire des adaptations, il faut changer de sens de jeu, il faut enlever une main ou pas, fermer un œil, prier, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses à faire. Par contre, une fois qu'on a fait le bilan, ben oui, après le procédé Alian, il faut savoir que c'est pas la baguette magique, c'est un procédé qui utilise de la technologie, de la science. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, la kinesthésie, l'imagerie mentale, le travail au ralenti, la visualisation permettent d'activer aujourd'hui les zones du cerveau qui va pouvoir mémoriser quelque chose. On sait que le son, ce fameux son produit par la machine, va pouvoir nous mettre dans un état où on est encore plus à même de recevoir et d'enregistrer ces informations-là. Donc après, voilà, il faut juste tabler dans les bons bilans, que ce soit en kiné, en ostéo ou dans le sport. Et c'est pour ça que dès qu'on touche des sportifs qui ne sont pas dans nos domaines de prédilection, on a besoin du coach. Mais ça marche. Voilà. Mais les hips, oui, ça peut marcher comme pas, mais il faut trouver la cause. Hein. Voilà, ça ne fait pas tout. Alian, ça ne trouve pas la cause, en fait. Voilà. Mais Charlotte. Pardon, je voulais rebondir. En fait, je repense au placebo et je voulais rebondir dessus parce que tu parlais des sons justement. Et pour donner un exemple, il y a j'y viens d'y penser. Il y a des personnes qui voulaient se former à la méthode, mais qui se disaient justement, quel est l'effet des sons? Est-ce que ça va durer dans le temps? Et ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est à faire des séances à la maison avec même des sons de basse fréquence trouvés sur Internet. Et en fait, ça fonctionne pas pareil. Donc, si ça peut vous donner une idée sur le placebo, du coup, si on fait exactement un protocole qui y ressemble, parce que c'est des personnes qui étaient venues nous voir au centre et qui avaient pu enfin, on vous permet de venir voir des séances sans problème et avec plaisir, on est là pour partager avec les personnes qui le veulent, évidemment. Et du coup,
ils avaient reproduit notre protocole avec des sons ou sans son, et en fait les résultats n'étaient pas du tout les mêmes, tenaient pas dans le temps, ou ils n'avaient pas de résultats. Donc voilà, c'est assez intéressant, du coup j'y pense, donc je me permets de faire un petit aparté là-dessus. Et peut-être une dernière question. Il y a quelqu'un qui nous demande par qui on a été formé au niveau des préférences motrices. Alors pour ma part, j'ai été il y a une quinzaine d'années, j'ai été formé par Ralph Hippolyte. Voilà, au départ, j'étais joueur. Il ne faisait pas de formation. Il y avait Ralph Hippolyte et Bertrand Terolaz. Et le seul à peu près formé et bien formé, il y avait Olivier Edmond qui était passé là quelques temps avant, et il y avait un peu Dominique Fournet. Et j'ai eu la chance de côtoyer assez souvent pendant quelques années, beaucoup les premières années, Ralph et Dominique, et Bertrand que j'ai vu quelques reprises lors de la création. On voulait tourner un film sur les préférences motrices à l'époque. Et il n'y avait pas de formation à l'époque, mais donc ils ont accepté de me former en contrepartie. Ralph s'occupait de tous les joueurs pros. J'avais quelques joueurs pros à l'époque à l'entraînement, et on lui servait quelque part un petit peu de cobaye, ou enfin pas de cobaye parce que c'était éprouvé, mais voilà, j'étais formé comme ça. Et puis par la suite, après j'ai été refaire des stages avec Ralph et Owen. Donc là, il n'était plus Action Type, mais il était HTN exactement. Et puis après, j'ai participé, donc j'ai été formateur pour lui pendant un stage de golf dans lequel je t'ai connu Thierry. Et j'utilise les préférences motrices donc depuis 15 ans. Donc Ralph et Dominique Fournier au départ. Et puis après, beaucoup de recherche personnelle, beaucoup de littérature, beaucoup d'échanges par la suite, encore avec Ralph. Et j'ai fait avec toi, Thierry, on a été faire un stage volo d'haleine aussi, chez Cyril Gène, qui est quelqu'un qui a été quelque part formé comme nous, sauf que lui, il est dans les préparations physiques, et nous sommes dans le golf. Voilà. Voilà par qui. Et donc, toi, Thierry, tu vas répondre, mais, grosso modo. Mais... En l'occurrence, par Ralph, directement avec Stéphane lors de formations qui sont effectuées spécifiques sur les préférences motrices avec le golf. Et ensuite, avec Stéphane, on est allé voir Cyril Gendre et Golo Dallène qui proposait une formation sur les préférences motrices et le golf également. Voilà. Et donc, ça, il y a maintenant 4-5 ans. Quoi. Voilà. J'espère que voilà, ça suffit comme validation pour dire qu'on on maîtrise un petit peu les préférences motrices pour ceux qui se poseraient la question. Qui peut se dire maîtriser toutes les préférences motrices, qui de nos jours peut dire qu'il maîtrise l'inconscient et ce qui se passe dans notre tête à 100%? Mais celui qui lève la main, il est fort. Ouais. Il faut qu'on passe à la conclusion, les amis. Charlotte, on te laisse conclure. Bah, si vous voulez. Du coup, on propose une journée de démonstration qui est Allianz Sport et le golf sur Paris le 16 mars 2021, sur une journée complète. Et puis après, si la méthode Allianz Sport vous intéresse, la prochaine formation en date, c'est du 19 au 21 avril 2021. Et après, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour les questions, ou alors directement, si vous voulez des informations, vous pouvez aller sur le site Allianz Sport. Voilà. Il faut préciser pour la journée de démonstration, que ce soit des kinés ou des profs de sport, ils peuvent venir avec un cobaye justement pour qu'on démontre. Complètement. Voilà. C'est encore plus intéressant, même si vous venez avec vos sportifs, on peut encore mieux vous montrer, puisque c'est des personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler, donc c'est intéressant. Donc voilà, merci en tout cas à tous pour votre écoute, pour vos questions. Donc j'espère qu'on a pu y répondre en grande partie aujourd'hui. Pour les questions qui restent à répondre, on peut en effet y répondre aussi par mail. Comme ça vous permettra d'avoir une réponse à toutes vos questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce soir. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt, j'espère. Merci à tous. Allez. Merci, bonne soirée à tous. Merci, au revoir.
Ciao.